Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Guérin, rédactrice en chef du Elle Belgique, journaliste passionnée et cofondatrice du podcast La Table des Entrepreneurs. Avec Marie, on plonge dans les coulisses, parfois opaques, de la presse magazine. Comment on y entre, comment on y progresse et comment on réinvente un média entre print, digital, communauté et événements. On parle aussi personal branding et image, ce que l'on choisit de montrer, ce qu'on préfère taire, de maternité et d'équilibre vie pro, vie perso, d'argent sans tabou, d'inspiration au quotidien. Et elle nous parle de ce choix intime qu'a été pour elle le mommy makeover, pourquoi, comment et ce que ça change vraiment. Installez-vous, on ouvre les portes d'un univers exigeant avec bienveillance, honnêteté et beaucoup de peps. Si l'épisode te plaît, abonne-toi à Audace sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube, laisse 5 étoiles et partage à une amie. C'est ce qui aide vraiment le podcast à grandir. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode avec Marie. Bonjour Marie, comment tu vas aujourd'hui? Quel est le mood du jour? Bonjour Chloé, écoute, je vais très très bien, très bon mood, très belle énergie, malgré le temps qui est très mauvais, mais ça va bien. Écoute Marie, j'avais vraiment envie de t'avoir sur Audace, sur le podcast, pour revenir avec toi un peu sur ton parcours, comprendre un peu comment tu as grimpé jusqu'à la rédaction en chef du Elle Magazine Belgique. Incroyable. Discuter donc des coulisses de la presse, je vais dire la presse belge, même si tu pourras peut-être faire une comparaison avec la presse française, et les défis actuels que le secteur rencontre. Peut-être tu peux nous en dire un mot. C'est un milieu un petit peu opaque. J'avoue que je crois que je fantasme une idée. Donc, j'ai hâte d'avoir un peu, toi, ton inside. Au-delà de ça, j'adorerais explorer avec toi comment tu organises ta vie, comment tu arrives à trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. J'ai envie d'évoquer ta présence sur les réseaux sociaux, que je trouve très cool, très rafraîchissante, mais j'ai envie d'avoir avec plaisir, j'ai envie d'avoir tes petits conseils un peu pour, tu sais, tout ce qui est personal branding, on en parle beaucoup, donc j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Enfin, j'ai envie d'aborder évidemment ton podcast, La Table des Entrepreneurs, que tu as cofondé. On va y Oui, revenir. Et si t'es d'accord, un sujet un petit peu plus perso, c'est ton opération, le oui, Mommy Makeover que tu as fait oui. récemment, ce qui t'a poussé à franchir ce cap, comment tu l'as vécu, quels impacts ça a sur toi, sur ton image aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, les auditrices adorent, c'est les petites questions signature d'Audace. Est-ce que le programme te plaît? Ah, il me va très très bien, écoute, c'est super, j'ai hâte qu'on commence. Eh ben génial. Écoute, première question, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, je vais dire scolaire, académique, et puis après sur ton parcours pro? Bien sûr. Alors mon parcours académique, il est très classique. J'ai fait un master en journalisme à l'IEX à Bruxelles. Moi, je viens d'une petite ville de Sambreville, c'est dans la Basse-Sambre, Oui, donc près de Charleroi et Namur. Donc pour moi, je suis arrivée à la capitale à 18 ans. c'est trop mignon. Exactement. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et puis voilà, j'ai fait 5 ans et je me suis dit rapidement quand j'ai réalisé qu'il y avait énormément de demandes pour devenir journaliste, qu'il fallait que je me spécialise. Donc assez vite dans mon cursus, je me suis dit que j'allais me spécialiser dans le lifestyle et la mode. Et donc ça veut dire que au cours de mes études, j'ai très vite commencé à faire mes sujets sur la mode, sur oui, des sujets voilà plutôt liés à l'univers du magazine. Et mon objectif, c'était d'un jour rentrer au Elle, qui était vraiment pour moi en Belgique le meilleur magazine féminin parce que c'est une belle marque internationale. C'est un magazine qui est très engagé, donc qui n'hésite pas à faire de la politique au sens large et en même temps qui a cette touche de glamour, etc. Donc j'ai fait mon stage au L et je n'y suis plus jamais repartie puisque ça fait 14 ans maintenant que j'y suis et ça fait 7 ans que je suis rédactrice en chef.
ton appétence pour le journalisme lifestyle, on va dire, ça vient d'où? Depuis l'enfance, tu feuilletes, tu lis moi, je lisais je sais pas de quelle année t'es, j'ose pas demander ton âge, ça se demande pas. Mais c'est vrai que quand tu parles de l'IX, etc., c'est quand même un autre temps. Moi, je lisais aussi des magazines, j'adorais. Et d'ailleurs, ma rubrique préférée, pour être totalement honnête, et ça fait le lien avec le podcast aujourd'hui, c'était les témoignages en fin du L. Tu vois, le Ah ouais. témoignage de vie, quoi. Ouais, tout Et à je fait. commençais toujours par là avant, Ah, et on le c'est disait fou. chaque semaine. Ouais, c'est marrant. C'est Donc, chouette. dis-nous toi. Alors le L Belgique date de 2003, donc je sais pas quand est-ce que tu as commencé à lire des magazines, mais Ouais, moi je suis née en 88, donc en 2003 j'avais 15 ans. ouais, c'est ça. Et j'ai toujours lu la presse, plutôt les magazines en fait. Mhm. Et j'ai toujours voulu être journaliste, donc je me suis acheté un dictaphone avec mes petits sous à 10 ans pour faire des micro-trottoirs. Et puis à 12 ans, je me suis acheté une caméra pour faire des JT. Et puis voilà, en fait, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours répondu que je voulais être journaliste quand on me posait la question. Et mais bon, je voulais être grand reporter, je voulais partir Mhm. à l'étranger, donc c'était pas tout de suite le lifestyle, mais j'ai toujours aimé la mode à côté de ça, enfin de manière, je veux dire, tout à fait naïve et spontanée. J'aimais bien m'habiller, j'aimais bien, et donc je pense que j'ai nourri ça comme passion en parallèle. Et puis quand je suis arrivée à Liège, je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait mêler ces deux passions, et que si je voulais me démarquer, il fallait que je devienne un peu experte. Mais je voulais pas lâcher l'aspect sociétal en fait. Et je trouvais que du coup le magazine féminin permettait en fait de pouvoir toucher à plusieurs types de sujets, les sujets engagés sur les combats menés par les femmes, mais aussi des sujets plus légers, bien que en mode et en beauté on puisse faire des sujets très profonds, des vraies enquêtes journalistiques, et je trouvais ça super chouette. Donc vraiment, je pense que le choix de me diriger vers le lifestyle, ça a vraiment été un choix stratégique quand je suis arrivée en journalisme, mais c'était une passion que je menais en fait avant, en parallèle de mon envie de devenir journaliste. Ouais, et tu parles de journalisme, mais moi j'entends derrière ton discours même d'entreprendre. Tu vois, dictaphone à 10 ans, Ouais, micro-trottoir, etc. Il y a cette vision de l'entrepreneuriat et même du militantisme que je sens fort chez toi. ouais. Euh, Tu viens d'une famille militante, tes parents étaient eux-mêmes entrepreneurs? Pas du tout. Mon papa était policier et ma maman était mère au foyer. Il faut savoir que moi j'ai été adoptée, donc je suis née au Brésil et j'y suis restée jusqu'à mes 2 ans. Et je pense que j'ai toujours gardé en moi cette notion de j'ai eu de la chance, c'est une opportunité. Voilà, j'ai été élevée dans un pays en fait qui m'a permis de pouvoir réaliser beaucoup de rêves, même quand on vient d'un milieu modeste. Et mes parents m'ont vraiment éduquée là-dedans en disant que tout était possible, que voilà, eux, ils espéraient que je puisse réaliser mes rêves, qu'ils pensaient que j'étais capable de faire tout. Pour mes parents, j'étais un génie des maths, un génie littéraire, un génie de ce qui n'était pas du tout le cas, mais et je crois que en fait, quand tu ne sais pas que tu ne peux pas faire quelque chose, Mhm. moi, un champ des possibles. Et donc, j'ai vraiment été élevée comme ça. Donc, c'est sans doute une forme d'esprit entrepreneurial, même s'il n'était pas entrepreneur. Ok, ouais, très bien. Tu, On va y revenir, hein. Il y a plusieurs questions qui me viennent. Tu me parles de mode, mais on va y revenir en fin d'épisode. C'est très présent et c'est très beau chez toi. C'est très léché. J'adore. Et c'est aussi, j'ai l'impression, un moyen d'expression, mais tu nous diras un peu plus à la fin de l'épisode. Quelles étapes importantes t'ont mené à la rédaction de Chef d'Elle Belgique? Est-ce que tu as commencé en bas de l'échelle et t'as monté à force de Ouais, travail? Ah, ouais, waouh. tout à fait. Donc, j'ai fait mon stage, j'ai commencé, donc je voulais que mon dernier stage à l'IEX, parce qu'on fait pas mal de stages, et mon deuxième média, c'est la radio. J'adore les sons, c'est pour ça que j'adore les podcasts. Mhm. Et j'en ai fait un donc chez Bel RTL, j'en ai fait un au soir, et puis je m'étais dit que le dernier, j'allais le faire au L, parce que j'avais 2 mois de stage et puis je voulais l'augmenter avec mes vacances, etc. Donc pour pouvoir rester sur place le plus longtemps possible. Donc j'ai vraiment commencé comme stagiaire, et j'ai vraiment pris le temps de regarder comment est-ce que j'allais pouvoir en fait montrer que mon travail pouvait venir s'insérer dans l'organisation de la rédac.
Et donc j'ai vraiment pris. Alors j'ai fait aussi mon mémoire de fin d'année sur la création d'un magazine féminin en Belgique. Donc j'ai aussi utilisé ça comme levier pour pouvoir aller poser beaucoup de questions dans le secteur, mais surtout au sein de la rédaction, pouvoir avoir accès aux big boss et à toutes les personnes qui participaient à la création du magazine. Et ça m'a permis un peu de repérer là où je pourrais être utile. Et parce qu'en faisant mon stage, je faisais le web. C'était le début de la cellule web. Le L était précurseur. On était les premiers à avoir vraiment, on a été les premiers à avoir un blog et puis à avoir un site internet news en lifestyle. Hein, évidemment, je parle pas Mhm. pour la presse généraliste. Et donc c'était très chouette parce que c'était très fourmillant parce que on découvrait, voilà, on testait plein de choses, on faisait un petit peu de vidéo, on faisait donc c'était hyper chouette, très créatif quand on est stagiaire et surtout on n'était pas tellement surveillés parce que la rédactrice en chef et les personnes décisionnaires réfléchissaient plutôt au print et donc nous on était un peu là pour tester parce que comme on était les premiers, tout ce que on faisait réussissait, on faisait énormément de pages vues donc c'était trop chouette. Et donc, j'ai remarqué que ce qui pourrait être intéressant à cette époque-là, c'était d'avoir une personne qui ait cet esprit digital et qui ait ce côté digital native, en tout cas dans ses premiers pas de travailleuse, mais aussi qui pourrait faire le lien avec le print. Donc, c'est-à-dire ne pas vouloir marcher sur les plates-bandes de quelqu'un qui était déjà dans la rédaction print, mais venir montrer qu'on pouvait faire un lien entre les deux. Et donc, j'ai été responsable QR code. En fait, j'avais montré que si on mettait des QR codes dans le magazine qui renvoyaient vers le site, ça permettait de créer un lien. Et donc j'étais Alors, chargée de participer aux réunions de rédaction, d'écouter ce que les journalistes allaient proposer pour le print, et puis de venir avec des idées pour augmenter leur article avec du contenu digital. Donc ça pouvait être par exemple apporter une vidéo, mais aussi si on faisait un article sur une personnalité liégeoise, eh bien moi j'allais proposer les 10 adresses de cette personnalité sur le site et donc à la fin de l'article, il y avait un petit QR code pour découvrir ces 10 adresses qui renvoyaient vers le site. C'est tout bête, mais personne ne faisait ça. oui, Et c'est ça, il donc faut y penser. je pense que ça inscrivait aussi, tu vois, le magazine dans une approche plutôt innovante, de se dire, ok, maintenant qu'on a un site, comment est-ce qu'on va lier en fait la marque à travers le print et le web. Et donc j'ai commencé par faire ça. Et c'était très très chouette. Et puis petit à petit, j'ai pu commencer à écrire des articles dans le magazine. C'était plutôt des articles sociétaux. Je me souviens qu'un des premiers articles que j'ai écrit, c'était sur le staphylocoque doré une jeune fille qui en Belgique avait été décédée parce qu'elle avait mis un tampon et ça avait suscité beaucoup de d'émoi et j'avais fait un reportage là-dessus et sur les précautions qu'il faut prendre déjà à l'époque avec les tampons et tout. Et j'avais été très touchée, très engagée et donc j'avais commencé à faire des articles sociétaux. Et petit à petit, ma charge de travail est devenue, s'est répartie moitié-moitié entre le web et le print. Et puis voilà, puis j'ai continué et puis on a commencé à me proposer des articles mode. Et donc là, c'est un peu le Graal. Tu commences à rentrer dans le secteur de la mode et du luxe. Et donc, tes collègues plus âgés commencent à te transférer des contacts, à t'amener sur les événements. Et puis, tu commences à aller au Fashion Week. Et ça, c'est chouette parce que comme j'avais la casquette digitale, eh bien, je proposais de couvrir les Fashion Week pour le web. Puis Instagram est arrivé, donc ça a eu encore plus de sens. Et donc voilà. Puis petit à petit, en faisant mes preuves, j'ai commencé à faire ce que on appelait des coachings, donc donner des conseils. C'était une rubrique conseils, donc comment porter la jupe léopard, comment s'inspirer des hit girls pour sa garde-robe, etc. Donc j'ai commencé à faire du conseil. Et ça, c'est important dans le statut que tu as dans un magazine parce que quand tu commences à donner ton opinion sur une façon de faire au niveau de la mode, ça veut dire qu'on te donne déjà une certaine responsabilité. Et puis quand je suis arrivée là, je me suis dit waouh, mais en fait il y a plein d'autres métiers à part être journaliste. En fait, il y a des stylistes, il y a des producteurs de shooting, il y a plein de choses. J'ai envie de faire ça.
Et Mmh. donc, j'ai commencé à produire des shootings et à faire du stylisme. Donc moi, aller chercher les vêtements, mettre sur les mannequins, imaginer des histoires, trouver des photographes, aller dans des châteaux, m'occuper du catering, que tout le monde ait ses sandwichs, vraiment faire de la prod. Et j'ai adoré ça. Et donc, comme j'ai bien fait ça, ben, on m'a proposé de devenir fashion director. Donc ça veut Mmh. dire la personne qui est en charge de la rubrique mode. Et c'est une grande responsabilité parce que souvent, c'est aussi la personne qui coordonne les covers du magazine puisque c'est souvent issu de reportages mode ou de Mmh. reportages de personnalités, mais c'est souvent quand même coordonné par la mode. Donc, grosse responsabilité. C'est là qu'on décide, on commence aussi à avoir un lien privilégié avec tous les annonceurs parce que ton rôle Mmh. est aussi de veiller à ce que Vuitton soit bien présent dans le shoot, que tout le monde soit satisfait de la manière dont il est représenté et voilà, de l'espace dont il dispose dans le magazine. Donc après ça, il y a eu un choc parce que notre rédactrice en chef emblématique, Béa Ercolini, qui a vraiment fondé le L, en fait, a été virée. Mmh. Et voilà, donc pendant 1 an, en fait, il y a eu une période de latence où la rédactrice en chef adjointe a assuré la coordination. Et quand on a tous pensé que c'est elle qui reprendrait le flambeau officiellement, eh ben non, elle n'a pas été choisie. Et donc, à ce moment-là, j'ai proposé un projet éditorial pour le magazine. Et ça, j'ai fait ça en binôme avec Marie-Noël, qui est en fait la journaliste beauté du L et qui a commencé en même temps que moi au web. Et l'idée, c'était qu'on scinde la fonction en deux, avec la fonction plus stratégique, représentative de rédactrice en chef print, qui est un peu la gestion de la marque. Et puis la fonction de rédactrice en chef web, qui elle gère plutôt la partie digitale de la marque. Et en disant que nous avions pour ambition de digitaliser toute l'équipe et de proposer aussi un projet éditorial avec une hiérarchie complètement horizontale. À cette époque-là, on avait 30 ans. Mmh. On ne prétendait pas pouvoir devenir les big managers de Nana qui étaient là depuis le début, et donc on voulait vraiment être humble et se dire qu'on allait apprendre ensemble et constituer et construire ce magazine ensemble. Donc ça a marché. Waouh! J'ai dû aller présenter mon projet au L International pour être validé. Donc c'est un moment où, si tu veux, tu as la rédactrice en chef de tous les L du monde qui te fait passer un entretien et tu présentes tes projections, ton équipe, ta structure, ton management. Et ça a été un moment qui, pour moi, a été vraiment très impressionnant d'être à Paris. En plus, c'est dans les bureaux du L France, donc qui est vraiment la maison mère. Et c'était un grand moment. La petite nana de 30 ans, j'étais la plus jeune rédactrice en chef du réseau de 50 magazines. Et donc voilà. Et puis depuis lors, ça fait 7 ans et voilà. Et ça se passe bien. Et maintenant, on a une très chouette équipe. Et donc voilà. Waouh, quel parcours! C'est hyper impressionnant. Ça montre beaucoup aussi sur ton caractère. Tu dis, tu humble, à force de travail, parce que j'imagine que tout ça a dû coûter beaucoup, beaucoup de travail. Tu repensé aussi un secteur, enfin, en tout cas une hiérarchie. C'est hyper inspirant. Est-ce que tu as eu des moments où tu as déchanté face à la réalité du secteur? Mais oui, bien sûr. Et maintenant encore plus que jamais, Mmh. parce que en fait, c'est un secteur qui a un business model qui est en constante évolution. Parce que quand moi je suis rentrée, le L vivait très très bien de ses ventes en librairie et aussi très très bien des annonceurs. À l'époque, ils n'avaient pas d'autres canaux pour pouvoir parler de leurs parfums, diffuser leurs campagnes, etc. Donc il y avait énormément d'argent qui rentrait. Et puis petit à petit, les réseaux sociaux ont fait que il y avait d'autres formes de canaux qui en fait divisaient un petit peu la manne d'argent en marketing et en publicité que dépensaient les marques. Et puis bien sûr, il y a eu l'érosion des ventes en librairie. Et donc tout ça a fait que les rapports
qu'on a avec les annonceurs ont beaucoup changé. Et au début, là où les journalistes n'avaient quasi pas de contact avec les marques, aujourd'hui, ce sont des partenaires privilégiés avec lesquels on doit vraiment travailler au quotidien pour pouvoir s'assurer qu'ils soient satisfaits, mais que nous, d'un point de vue journalistique, on puisse garder un minimum de neutralité ou en tout cas de sujets intéressants pour la lectrice qui ne doit pas relire une Ça. énième publicité. Donc ça, ce sont des rapports qui ont beaucoup changé et c'est vrai que ton métier change de journaliste quand tu es juste journaliste, tu fais tes articles et tu te concentres là-dessus. Quand tu deviens rédactrice en chef, tu deviens aussi un peu une commerciale, tu C'est ça, deviens tout à fait. une marketing, tu deviens voilà manager et donc c'est des métiers auxquels tu n'es pas forcément préparé et donc qu'il faut un peu inventer et sur lesquels il faut avoir un peu de pratique et donc ça fait partie des changements et puis après comme dans tous les secteurs il y a eu des grandes révolutions le fait que les réseaux sociaux deviennent un média à part entière au même Mmh. titre que le print, le fait qu'on ait eu le Covid et donc qu'on ait beaucoup de salariés qui sont passés en freelance. C'est aussi un gros shift dans le secteur parce qu'avant tout le monde était salarié, était full time et puis se divisait entre les différents canaux. Aujourd'hui, tu as des pigistes Ouais. et donc pas du tout la même façon de travailler. Donc ça c'est aussi un management différent. Tu peux pas attendre des gens le même engagement. Donc voilà, tout ça c'est des changements qui pour moi ont eu beaucoup d'impact sur ma manière de travailler. Quel est pour toi, ton avenir, par rapport à la presse? Est-ce que est-ce qu'il faut est-ce que le magazine va rester, va perdurer selon toi, selon ton opinion? Je parle pas que du Elle, je parle des magazines en général. Alors je pense parce Mmh. que je crois que les gens continueront à lire, à se divertir, à s'informer. Je crois que ça va dépendre de plusieurs choses. Premièrement, la force de la marque, c'est-à-dire que les grands défis maintenant, c'est de vraiment consolider les marques pour qu'elles soient vues comme des communautés, comme des voilà, comme oui, comme des fers de lance d'une communauté qui agrège en fait des vraies personnes et pas uniquement comme des magazines. Donc, si on arrive vraiment à consolider ça, à faire en sorte que le L, ce soit pas juste un magazine papier, mais ce soit évidemment les réseaux, le digital, mais surtout des communautés, des événements, un podcast et plein de choses, en fait, ça Mmh. va aider la marque. Et effectivement, sans doute que le magazine va prendre d'autres formes, que peut-être qu'on va encore réduire la périodicité. En tout cas, je crois qu'il y aura toujours un magazine parce que c'est un bel objet, parce que c'est un Mmh. objet que les gens aiment avoir. Après, est-ce qu'on a le temps de lire des magazines tous les mois ou toutes les semaines pour les autres marques? Je ne suis pas certaine. Donc, à mon avis, ça va changer en termes de format, en termes de périodicité, mais ça restera toujours parce que le papier ne mourra jamais. Mmh. Tu parles d'écosystème, enfin de communauté. Est-ce que justement on va venir le personal branding que tu incarnes aujourd'hui, c'est stratégiquement aussi, hem, lié à ton rôle dans le L? Ou c'est vraiment plutôt un projet perso qui toi t'intéresse, te stimule oui, de prendre la parole, d'influencer dans le bon sens du terme, hein, de fédérer? C'est une super bonne question et c'est une question que je me pose très souvent parce que je dois pas me leurrer, je dois être quand même assez lucide sur le fait que le statut que j'ai aujourd'hui, il est surtout lié à ma fonction au L, que j'ai accès à beaucoup de choses, que j'ai bâti une communauté sur mes réseaux personnels aussi, et c'est surtout grâce à ma fonction au L que si demain j'arrête le L, j'aurai certainement plus les mêmes accès et les gens certainement ne feront plus appel à moi de la même manière. Donc ça, j'en ai conscience. Après, il y a la manière dont moi j'incarne cette fonction qui ne sera pas la même qu'une autre. Et donc, Mmh. j'essaye aussi de construire mon branding personnel sur certaines valeurs qui resteront
au-delà du elle, comme la bienveillance, le woman empowerment, la sororité, l'entrepreneuriat, l'engagement, le fait d'être sympa, euh, toutes des choses qui sont très importantes pour moi. Et je crois que ça fait partie de qui je suis. Et j'espère que le jour où je ferai une transition et que je partirai du elle, ce seront des choses que je garderai et que les gens apprécieront au-delà de ma fonction dans le L. Je pense que ce qui est important, c'est le travail que l'on fait, c'est pas uniquement notre image. Je crois qu'il doit refléter en fait notre branding et je crois qu'avec ce que j'ai mis en place, les événements, les types de projets avec le L, eh bien c'est des choses qui me serviront aussi pour moi, pour mon image de Marie Guérin et pour les continuer au-delà. Mais c'est vrai que il faut jamais oublier que il y a une fonction et que cette fonction parfois peut se confondre avec l'identité et Mhm. que surtout après 14 ans, je suis journaliste duel depuis toujours et le jour où je ne suis plus journaliste duel, qui suis-je? Donc c'est des questionnements que j'ai souvent, mais c'est vrai que pour moi mes réseaux sociaux sont un espace qui me permettent en fait d'être moi et de me dégager aussi un peu de ma fonction elle. Mhm. Ouais, je comprends totalement ton cheminement, mais c'est vrai. Mais honnêtement, je trouve qu'au-delà de ta fonction, tu l'incarnes à ta façon. C'est propre à chacun. On y reviendra, notamment le podcast, il y en a plein, mais qu'est-ce qui différencie vraiment? Ben, c'est ta différenciation et ce que ta parole et ta voix et dans tes réseaux, ça sort très bien. Même comment tu t'habilles, ça t'est propre, tu vois? Ouais. T'as ton style, quoi. Ouais. Petite question, tu parles beaucoup de femmes et d'empowerment et quelle est la place de la femme pour toi? Alors elle est essentielle déjà parce que j'ai une particularité, c'est que je travaille uniquement avec des femmes. Donc il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels où 99% des collègues sont des femmes. Mhm. C'est déjà assez particulier. Ça veut dire que moi j'ai grandi professionnellement entourée de femmes et j'adore ça. Euh, Dans notre boîte, donc on travaille pour les éditions Venture Media et qui a plusieurs marques comme le Marie Claire, l'Officiel, Forbes. Et donc à la tête de la boîte, tu as 2 hommes et le reste globalement c'est des femmes. Et donc c'est déjà assez particulier. Donc ça a déjà fait en sorte que moi j'ai grandi entourée de femmes avec ce que ça a comme côté positif et négatif. Euh, et donc, je me sens très à l'aise et j'adore ça. Et puis, plus tu es entouré de femmes, moi, en tout cas, plus j'apprends à aimer le fait d'être une femme, le fait de découvrir ce que c'est que d'être une femme, 1000 façons différentes, parce que chaque femme a sa façon d'être une femme. Et donc, déjà ça, moi, ça m'inspire beaucoup. Je fais un métier qui s'adresse aux femmes parce que j'écris pour les femmes. Donc, c'est aussi particulier parce que ça veut dire que je dois toujours penser quel va être l'intérêt de ma lectrice, quels sont ses enjeux aujourd'hui, quels sont ses soucis ou quelles sont les choses qui la fait rêver ou quelles sont les choses que moi je vais pouvoir faire pour la divertir. Donc ça veut dire qu'au quotidien, mes questionnements sont aussi tournés vers mes lectrices. Donc c'est déjà de base un mindset qui est très très orienté sur les femmes. Tu rajoutes à ça le fait que je sois féministe. Mhm. Et donc forcément, eh bien, ça crée un parcours qui se spécialise en fait dans les interactions avec les femmes, et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je trouve vraiment que être une femme, c'est quelque chose de formidable d'un point de vue biologique, d'un point de vue psychologique. Ça veut pas dire que c'est toujours rose, ça veut pas dire que toutes les femmes sont toujours dans la sororité et bienveillantes, etc. Non, au contraire, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui nous lie et qui est assez fabuleux. Hier, j'enregistrais un podcast et la personne que j'avais en face de moi, je l'avais jamais rencontrée, elle était enceinte et en off, tout de Mhm. suite, on a commencé à parler Bien sûr. de maternité, mais c'est très intime. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça.
tout de suite, tu crées une connexion, tu crées un lien presque charnel avec cette personne qui est juste en face de toi, que tu n'as jamais vu de ta vie, et tu commences à connaître tous les détails de sa vie intime, et c'est naturel. Et je me suis dit, moi, j'adore ça. J'adore cette spontanéité qu'on a entre nous. Et je vais cultiver ça, j'espère, toute ma vie, parce que j'en ai besoin. Ça me met les larmes aux yeux quand tu parles, parce que je ressens exactement la même chose. Et on me demande souvent, quelle est ta niche, à qui tu parles, parce que je dis toujours les filles dans le podcast, mais oui, en fait, je parle aux femmes, Oui. c'est avec elles qu'on parle le même langage. Je sais pas expliquer. Une question qui m'est venue en t'entendant parler. Toi, ton rôle de mère, ça a été une évidence, et est-ce qu'il a changé ton rapport, justement, aux femmes et à ton métier? Oui, ben oui, complètement. Alors, je suis pas certaine que ça a été une évidence. Euh, j'étais pas la personne la plus attirée par les enfants de base. Moi, j'ai eu ma fille quand j'avais 36 ans, et euh, et du coup, je me suis fort concentrée sur ma carrière avant. Les enfants, c'était plutôt loin de moi, ça fait du bruit, c'est encombrant, donc mais je savais que je voulais avoir des enfants parce que comme j'étais adoptée, j'avais envie de créer ce lien magnifique que j'ai eu avec mes parents. J'avais envie de connaître une personne qui aurait mon sang. Euh, Même si je ne pense pas que l'amour se soit lié au sang, mais j'avais envie d'avoir une personne de ma famille du même sang que moi. Et puis voilà, donc ça a été une décision que j'ai prise assez tard, quand j'ai rencontré mon mari Alessandro il y a 4 ans, donc c'est encore assez récent finalement. Donc c'était pas tellement une évidence. Mais je me suis toujours dit que j'avais besoin de sentir que ce serait le bon moment dans ma vie aussi par rapport à ma carrière. Donc avoir la sensation que si jamais j'avais moins de temps pour moi, eh bien j'ai pas de regrets sur les choses que je pouvais encore accomplir, les voyages, les rencontres, etc. Et j'ai bien fait parce que c'est un tsunami. Je sais pas si toi t'as des enfants, Chloé. Ouais, j'en ai 2 en bas âge. Ah, bon ben voilà. Ouais, Alors ouais. bon, c'est un vrai tsunami, et effectivement, ben, t'as beaucoup moins de temps pour toi, t'as beaucoup moins de temps pour Le couple. ton travail et tout, et donc je suis contente de l'avoir fait à ce moment-là, parce que j'aurais pas pu faire les choses que j'ai faites avant, j'aurais pas pu, avoir la même énergie, et donc finalement, c'est un bon timing, et quand elle est arrivée, maintenant elle a 1 an et demi, je me suis dit ok, voilà, je me pose. Avant je voyageais au minimum 2 fois par mois, plus de là évidemment la première année presque plus de voyages, au maximum 1 nuit ou 2 nuits, et aussi diminuer drastiquement les événements auxquels je participais tous les soirs de la semaine, quoi. Donc, mais ça m'a fait du bien. Ce petit cocon, tu vois, d'être un petit peu plus casanière, d'être un peu plus posée. Je pensais que j'aurais plus de FOMO, mais je crois que le fait d'avoir une bonne excuse, la maternité, m'a fait déculpabiliser en fait sur ce petit retrait que je prenais sur ma vie professionnelle, et donc voilà, je suis très heureuse comme ça. C'est quoi le succès pour toi aujourd'hui? Avoir du succès? Parce qu'on sent le travail a une importance capitale. Ouais. Au-delà de ça? Pour moi, le succès, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance des personnes pour lesquelles tu fais ton travail. Donc c'est assez large. Ça peut être quand j'ai une lectrice qui me dit qu'elle a adoré le dernier numéro, ou ça peut être une collègue d'un autre magazine qui trouve que cet event était super chouette. Ça peut être une femme entrepreneur qui est venue au Elle Active Forum et qui a appris plein de choses. Donc moi, c'est vraiment cette idée de reconnaissance du travail. J'ai toujours j'ai toujours peur de la superficialité. Je Mmh. crois que c'est aussi lié à mon métier, qui parfois n'est pas toujours pris au sérieux. Je crois que dans le journalisme, on considère pas le journalisme de mode comme le journalisme Le le plus succès. profond, Mmh. etc. Et je crois que je dois avoir un complexe peut-être par rapport à ça. Et du coup, pour moi, le succès est dans la reconnaissance du fond, de ce qu'on peut apporter de fond, quel que soit le sujet qu'on traite. Voilà, ça c'est important. Et c'est pour ça que j'ai créé des événements comme les Elle Women of the Year, pour mettre en avant des femmes qui accomplissent des choses
incroyable parce que pour moi, on peut pas juste montrer les grands designers ou les super chanteuses. J'avais aussi envie de montrer les femmes qui sauvent des vies, qui découvrent des choses. Et donc le fond, pour moi, le fait qu'on reconnaisse ton travail et l'impact de ton travail, ça c'est le succès. Très bien. Ton podcast, j'ai envie d'en toucher un mot. Donc, tu as lancé la table des entrepreneurs Oui, avec Haroun Ben Massaoud. Je suis mais désolée, Saoud, oui, tout à fait. excuse-moi si j'écorche. Euh, Tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet? Et alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir. Que tu parles aux femmes, mais ici, le podcast n'est pas destiné, si je me trompe pas, qu'aux femmes. Moi, je l'ai écouté, Exactement. mais ici, Donc on je parle aussi sortais aux... de ma Oui. zone de confort. Bah bon, Ah, t'étais co-hostée, je vais dire. Donc, peut-être que lui oui, contrebalance avec un discours plus, je vais dire masculin, on s'entend, mais... exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Donc en fait, comment c'est né? Haroun est le directeur financier de Venture Media, donc le mhm, groupe pour lequel on travaille. Il est jeune, il est super dynamique et on s'est tout de suite très bien entendu. Et moi, ça faisait un petit temps que j'avais envie de créer un projet en dehors du L, justement pour ce que je te disais. oui. Je me disais, il est temps d'avoir une identité en dehors. Et ce qui me motive très fort, c'est l'entrepreneuriat. Je suis très, très curieuse. J'ai toujours envie de savoir comment les gens ont fait, discuter ouvertement de leur parcours et tout, enfin, ce que tu fais, quoi. Oui, Et, je te euh, rejoins. je me suis dit, en fait, moi qui suis fan de podcasts comme Génération Do It Yourself en France, c'est dommage qu'on n'ait pas des success stories belges parce qu'il y a aussi beaucoup de conseils qui sont donnés et qui sont quand même liés à la spécificité de notre territoire, qui est quand même bilingue, qui est quand même avec plusieurs régions, qui est quand même complexe pour les entrepreneurs. Et je me disais, bah tiens, ça m'intéresserait de voir comment est-ce que les gens ont réussi sur ce territoire. Mhm, Et donc, j'en ai parlé à Haroun. Et Haroun m'a dit, mais tu sais quoi, on fait un podcast à deux. Moi, je suis chaud. Moi, je suis expert comptable. Donc, à côté, il a sa fiduciaire. Il dit, moi, je pourrais trop intervenir sur des questions plus pratiques, avec, tu vois, des conseils d'experts sur certains problèmes, etc. Et donc, je lui dis, bah écoute, let's go. On fait ça. Et puis, on a utilisé un peu nos contacts et on a BXFM qui a très gentiment accepté de nous accueillir dans leurs locaux pour qu'on fasse nos enregistrements. C'est à Bessy. Et donc là déjà, on a vu très vite qu'il y avait une entraide de tout ce secteur entrepreneurial, de cet écosystème bruxellois qui nous a un peu soutenus. Mais c'est vrai que on s'est dit que on allait s'adresser à tout le monde, que on voulait aussi éviter le bruxellocentrisme. Donc on a mhm, commencé avec un épisode sur Charleroi. On essaie d'avoir des accents. Moi, j'adore ça. J'adore être la décontraction. On veut que ce soit cool et sans chichi. Mais figure-toi qu'au niveau des stats, on a quand même 60% de femmes qui nous écoutent et ça me fait très très plaisir. mhm, Pour des femmes entrepreneurs. Mais je trouve ça chouette parce que ça veut dire que dès le début, elles se sont senties incluses dans le podcast. Peut-être que c'est lié aussi à ma présence. Mais du coup, voilà, oui, ça c'est un projet auquel je tiens et qu'on va développer. Hein, ça va pas devenir juste un podcast. c'est ce que je te demandé. C'est une communauté. En fait, notre projet, vraiment, ce qu'on a mis sur papier avec Haroun, je te l'annonce parce qu'on vient d'en parler ce matin sur nos réseaux. C'était en fait de créer un espace de rencontre entre les entrepreneurs qui cherchent des financements et des investisseurs, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de petits financements pour avancer dans leur projet, 20 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, et qui ont du mal à trouver parce que, évidemment, les gros fonds d'investissement, les business angels, eh ben, ils partent toujours sur des tickets plus élevés. Mhm, Et parfois, pour lancer ton food truck ou pour développer ton salon ou pour lancer ton business dans l'horeca, t'as pas besoin forcément de 500 000 euros de levée de fonds. Et donc, Haroun a analysé qu'il y avait ce gap par rapport à ses clients. Il a beaucoup de clients qui cherchent des investissements, qui cherchent à investir des sommes, 40, 50 000 euros. Et il s'est dit, mais en fait, on va les faire se rencontrer. Et nous, notre travail là-dedans, ça va être de faire une curation, d'analyser les business plans, de faire des plans financiers, etc., et de les pitcher. Donc ça, c'est notre envie de base, c'est de créer des événements où on va pouvoir se faire rencontrer des secteurs pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat. Mais avant de lancer ça, on s'est dit, il faut
qu'on nous connaisse, qu'on connaisse un peu notre tone of voice, qu'on sache un Mmh. peu quel genre de personne on est et quel type de projet on a envie de soutenir. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé le podcast. Et maintenant c'est notre deuxième saison. Et donc on a une petite communauté qui est en train de se construire. On en est très très fiers. Ouais. Et donc voilà, parce que je voulais aussi, au-delà du média, avoir un impact concret sur l'écosystème entrepreneurial belge. Et donc, c'est ce qu'on va lancer dans un deuxième temps, et ce sera en 2026. Félicitations. C'est un très beau projet. Je mettrai évidemment le podcast en barre de description, mais je vous invite vraiment à l'écouter. C'est hyper intéressant. Vous vulgarisez, je trouve. Et le fait de co-hoster, c'est très peps. En fait, chacun amène, bah oui, toi, t'as ton ton, ton expertise, mais c'est toujours avec bienveillance. Et donc vraiment, j'invite les auditrices à écouter votre podcast qui est vraiment Merci beaucoup, pertinent. oui. Non, Merci beaucoup. il est vraiment top. Comment tu structures tes journées parce que tu as 1000 casquettes, tant dans le perso que dans le pro. Comment tu fais? Euh, hmm. Comment tu concilies vie pro, vie perso? C'est des petits Alors, astuces. vie pro, vie perso. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir 2 jours de télétravail. Euh, Ce qui me permet de pouvoir bien organiser ma semaine parce que la rédaction du magazine est à Lannes. Et OK. donc, quand je suis en télétravail, je peux faire mes rendez-vous sur Bruxelles, etc. J'ai aussi la chance d'avoir des patrons qui me font entièrement confiance et qui vont plutôt me juger sur mon travail et pas sur mes heures ou mes horaires. Ce qui est une grande flexibilité parce que voilà, je peux travailler pour le L le week-end ou en soirée, mais aller faire une interview pour le podcast un vendredi après-midi. Mmh. Et ça, c'est quand même très, très, très chouette. Je pense qu'au final, le plus important, c'est que je sois présente là où je dois l'être et que mes magazines sortent et que ce soit bien managé avec un bon budget. Et je crois que déjà ça, c'est une liberté d'esprit de pouvoir un peu s'organiser soi-même et organiser mon équipe en fonction de nos besoins. Après, depuis que j'ai eu Orphée, c'est vrai que ma vie privée, bon, on a beaucoup modifié notre façon de fonctionner, dans la mesure où maintenant je fais maximum 1 à 2 soirées en dehors de la maison par semaine. Et ça, ben, je vois toujours avec Alessandro quand est-ce qu'il est disponible, mais pas plus. Mmh. Euh, Déjà parce que j'ai envie d'être avec la petite, et puis aussi parce que en fait, on est fatigué, hein. Ouais, je vais y venir. Le sommeil m'intéresse beaucoup. On est Donc, je vais y fatigué. venir en question à la fin. C'est une question signature sur l'équilibre de sommeil. Mais Bah oui, oui, et de donc fait. ma vie privée, en fait, on essaye. Ce qui est compliqué pour l'instant, pour être honnête, c'est d'avoir du temps à deux, Mmh. parce qu'on a beaucoup de temps à trois, les week-ends, etc. Mais on n'a pas beaucoup de support parce que la famille d'Alessandro est en Italie, ma maman ne sait pas, pour des raisons de santé, s'occuper de ma petite, et donc Mmh. on est fort, voilà, dépendants l'un de l'autre. Et donc, c'est vrai que quand on veut s'improviser quelque chose à deux, il faut tout de suite babysitter ou faire appel à des amis. Donc, ça limite les opportunités. Donc là, le rythme, c'est plutôt très intense en journée. Je donne tout, je fais mes rendez-vous, je vais à la rédaction. Et puis, à partir de 6 heures, la petite est là. Moi, c'est un petit peu plus cool. Et puis, on essaie d'avoir des soirées et des moments beaucoup moins intenses que ce que j'ai pu avoir avant. Et c'est hyper important pour moi. Et aussi, les week-ends, de les alléger énormément. Avant, je remplissais mes week-ends, je faisais beaucoup de choses, j'invitais énormément, je faisais Mmh. beaucoup de dîners. Et maintenant, non. Donc ça va être plutôt beaucoup de moments où on va juste se promener. Donc je pense qu'il faut aussi accepter que on n'a plus la même intensité sociale qu'avant, et c'est OK, tu vois. Mmh. Mmh. Et moi, ça a été vraiment un shift de me dire, parce qu'au début, je voulais tout maintenir, je voulais voir autant mes amis, je voulais aller au restaurant et je prenais la petite avec et gna. Mais à un moment donné, non, faut lâcher, il faut se dire, OK, quelles Mmh. sont mes priorités, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de calme, j'ai besoin de temps pour me ressourcer, donc voilà. Donc j'essaie d'équilibrer. En fait, pour répondre à ta question, j'ai dû simplifier ma vie perso et ma vie pro, j'ai dû vraiment simplifier pour pouvoir avoir un équilibre. Comment tu restes inspirée?
Ah, écoute, moi, je suis quelqu'un de très curieux et je suis, tu sais, le genre de personne qui a toujours une nouvelle idée, un nouveau projet chaque jour. Mhm. J'ai mon mari qui est complètement différent de moi, qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus réservé, me voit toujours en train de lancer un nouveau projet entrepreneurial par semaine. Et donc moi, ça c'est une énergie que j'aime bien. Je lis beaucoup, j'essaie de rencontrer beaucoup de gens et donc ça m'inspire. J'apprends plein de nouvelles choses et je pose beaucoup de questions. Comme je suis journaliste, évidemment, les gens aiment bien parler d'eux aussi. Et Mhm. donc j'essaie de toujours me maintenir updatée dans ce qui se passe. Donc voilà, c'est ça qui m'inspire. Et puis je suis très inspirée par ce qui est visuel aussi. Donc j'aime bien les belles choses, les beaux objets, les belles expos, les beaux intérieurs. Et quand j'ai pas envie de lire ou de me stimuler intellectuellement, je vais plutôt m'inspirer visuellement sur Pinterest, sur Instagram ou dans des magazines ou même je vais regarder des séries qui sont consacrées à de la déco et tout. C'est une façon aussi pour moi de m'inspirer, mais sans devoir toujours être stimulée, tu vois, Mhm. intellectuellement. Mhm. Oui, tout à fait. Voilà. Ta soupape, tu parles de calme, de moments pour toi. Comment tu les trouves? Comment tu l'organises? Alors, j'adorerais te dire que c'est le sport, mais je ne Mhm. suis pas ce genre de personne. Mon goal, hein, dans la vie d'un jour te dire le sport, mais pas du tout. Alors vraiment là maintenant, mes petits moments. En plus, on va rentrer dans l'automne. C'est mon petit thé et la lecture. Mhm. Ça, c'est vraiment les petits moments que je vais m'autoriser. D'ailleurs, après notre enregistrement, je me suis prévu une petite heure de déconnexion comme ça. Et c'est très bête, mais c'est mon roman. J'essaie de lire un chapitre et un petit thé, parce que avant je me mettais une petite série ou un petit truc un peu léger et je me rendais compte que l'écran en fait ne me permettait pas vraiment de me calmer. Et donc la lecture, voilà. Je me suis aussi récemment abonnée à l'Écho. Mhm. Et donc je reçois la version papier, Ah, j'allais te les demander digital ou papier. digitale. Non, parce qu'en fait, tous les jours, c'est pas possible. Ouais. Et donc la version digitale, bah, tu as accès Bah oui, tous les jours, mais ouais. tu as le sabato et tu as la version week-end. Et donc, j'ai une semaine pour m'accorder des petites pauses pour pouvoir le lire. Et ça me fait énormément de bien. Donc voilà, ça c'est mes petits moments de soupape pendant la journée, pendant la semaine. Et puis alors après aussi, ce que j'essaie de faire, c'est que quand je fais des rendez-vous pour des interviews, pour des rendez-vous pour le L, j'essaie de faire ça dans des chouettes endroits à Bruxelles où je vais prendre un petit thé et où je vais transformer ça en moment agréable et papote. Et donc c'est aussi des chouettes moments, quoi, même si je travaille, mais voilà. Oui, tu romantises ta vie. Ça, Complètement, ouais, bah, c'est un bon tip, ça, quand on certes, doit se lever tôt et tout, bah, romantiser un petit peu avec son mug préféré, ces trucs-là, c'est un peu ça booste. Ça exactement. a l'air superficiel, mais je vous jure, ça marche. Non, ça marche, tu as trop raison, vraiment. Petite question pour finir notre épisode qui est, j'adore, je le trouve hyper intéressant. La place de l'image pour toi, donc la place de ton image. Je sais que la mode, je voulais en parler, donc c'est peut-être l'occasion de la place de la mode, la place de l'argent et de la nourriture dans ta vie. Ah waouh! Ouais, proche. Alors je pense que l'image, c'est hyper essentiel et en même temps, si ça n'était pas le cas, je ferais pas ce métier, la communication. Je crois que, l'image, c'est vraiment la première façon, qu'on a de communiquer avec l'extérieur. Je ne pense pas que l'image doive être parfaite, Mmh. au contraire, je pense que l'image doit être authentique, elle doit être, pleine de d'irrégularités, de petites imperfections qui font le charme. Donc, mais je pense que ce qui était important, c'est de savoir ce que notre image renvoie, et ça, je pense que c'est le plus difficile. Donc, c'est pouvoir gérer le message de notre image. Et moi, je suis en permanence en train de me questionner, surtout sur les réseaux sociaux, Oui. parce que j'ai comme tu disais, hein, j'ai mon style qui est pas du tout le style du moment où maintenant c'est très beige, minimaliste, etc. Et moi, c'est pas du tout ma façon d'être. Je suis une brésilienne, j'aime bien la couleur, j'aime bien plein de choses. Parfois, je vais être un peu street style et parfois, je vais être super talon.
Et parfois, je m'interroge beaucoup sur ça. Je me dis, mais tiens, est-ce que je devrais pas changer? Alors, je vais faire un post où je vais être super classique et puis je vais pas l'aimer. Mmh. Donc, en fait, je suis en constante mutation et en constante réflexion par rapport à mon image. Euh, Parce qu'en fait, je ne sais jamais, voilà, si je regarde des posts d'il y a un mois, je vais me dire que bon, j'aime pas du tout ce look, mais je le laisse parce que c'était moi il y a un mois. Donc, euh, donc je trouve que c'est très très difficile aujourd'hui parce que euh, en fait, on est toujours confronté à cette image via les réseaux surtout, et moi qui me questionne dessus, bah, je trouve que c'est très difficile d'avoir des réponses. Après, j'ai de la chance parce que j'ai une communauté très bienveillante. J'ai jamais eu de haters, j'ai jamais eu de personnes qui me disaient oh t'es trop grosse, t'es trop ceci, t'es trop cela, ou t'es too much. Mais c'est vrai que je me remets régulièrement en question sur mon image. Donc voilà. Alors je me suis dit en fait, le plus simple, c'est que je sois moi et que je sois authentique. Et tant pis si ça correspond pas ou c'est pas ce que les gens veulent et tout, parce qu'au moins je suis vraie par rapport à moi. Donc Mmh. ça au moins, c'est quand je vois mes réseaux, ça reflète. Je sais que c'est moi. Je vais être souriante, je vais être spontanée. Je vais mélanger des choses qui vont peut-être pas forcément ensemble, mais sur le moment, je trouve que ça va. Et je me dis, au moins, je sais que je suis fidèle à qui je suis et que j'essaie pas de jouer un personnage. Parce que Mmh. dans la mode, il y a beaucoup ça aujourd'hui. On Ouais. est fort dans les mannequins tristes. Tout le monde tire la gueule. Personne, tu vois, il y a pas de couleur très très pop ou c'est très peu. Il y a beaucoup les gens pour du noir. Mmh. Et c'est un mood, hein. Ça changera, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas toujours très réjouissant et ça correspond pas à qui je suis. Et donc, je me dis voilà, au moins je reste authentique. Il y a 2 questions qui me viennent quand je t'écoute. C'est la place des réseaux pour toi et dans ton couple, si tu es OK d'en parler parce que je veux absolument pas que ton partenaire se sente, enfin, je veux pas du tout être curieuse, mal placée. Bah, c'est un questionnement personnel que j'ai parce que j'aspire à justement, développer mes réseaux à titre Ouais, personnel, autour du podcast, mais autour de ma marque personnelle aussi et ouais, j'ai vraiment ce frein de me dire: «Mais en fait, c'est tu sais, tu as des petites remarques, de ton ouais, entourage et comment ouais. tu as contré ça? Est-ce que tu mets en place genre une routine? Voilà, aujourd'hui je fais une story coûte que coûte, peu importe. Et alors la deuxième question que j'avais, évidemment, je l'ai zappée. Non, ton mommy makeover, je voudrais en toucher un mot Ah oui. maintenant, si tu veux bien. Ouais, alors donc pour mes réseaux, alors bah déjà je pense qu'effectivement Alessandro c'est quelque chose auquel il croit beaucoup et dont il comprend l'importance. Donc Mmh je mh. crois que c'est chouette quand c'est un projet à deux parce que mine de rien c'est quand même lui qui va devoir te prendre en photo pendant que tu es en train de manger tes spaghettis en Italie. Donc et qu'il soit pas tout le temps saoulé. Euh, il est OK que je le montre aussi, même si lui ne veut pas tellement se mettre en avant. Donc voilà. Donc je pense que ce qui est chouette, c'est que c'est un projet à deux. Mmh. Lui, il trouve que c'est important que je fasse du contenu. Parfois, il va me dire tiens, ça fait longtemps que t'as pas posté. Et donc ça c'est chouette parce que du Mmh mh. coup, il soutient, il essaye de faire en sorte que mon contenu soit chouette. Il va me conseiller aussi en fonction de tu vois, est-ce que c'est authentique selon toi? Parce que oui, ça c'est tout à fait toi ou ça c'est pas vraiment toi. Pourquoi est-ce que tu vois? Ouais. Donc tu sais quand je me dis: «Ah je mettrais bien, est-ce que je ferais pas un truc plus classique?» Il va me dire: «Bah c'est peut-être pas tellement toi» et donc ça c'est chouette parce que pour moi je vois ça comme un projet à 2, Mmh mh. et c'est cool. Donc je crois Un oui, qu'aujourd'hui, pardon. augmenter ta communauté c'est pas facile. Moi je vois bien, là, je suis à 10 950 personnes qui me Mmh mh. suivent et ça fait des mois et je n'arrive pas à trouver les 50 pour passer à 11 000. Mmh mh. Mmh mh. Et je crois que c'est de plus en plus difficile avec les algorithmes. Et effectivement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui poste tous les jours. Je ne poste pas en story tous les jours parce que je ne veux poster que quand j'ai quelque chose à raconter.
Et évidemment, dans ta vie de tous les jours, en vrai, on n'a pas toujours quelque chose à raconter. Quand on fait du desk pendant toute la journée et des réunions, bah t'as rien à dire sur ta journée et tout le monde s'en fout de savoir que t'es en réunion. Et comme j'ai quand même un full-time job, je n'ai pas le temps de consacrer tous les jours du temps à créer du contenu pour le contenu. Mhm. Moi, mes réseaux reflètent ma vie, donc s'il se passe quelque chose dans ma vie, je vais le capturer, je vais le mettre sur mes réseaux, mais je vais pas créer du contenu pour mes réseaux. Et donc ça, je crois que c'est un problème parce que du coup, je suis pas du tout assez régulière. Mais après, je me dis au moins quand j'ai quelque chose Oui. en story, ben mes queens, elles savent que j'ai quelque chose à Ouais. raconter. Donc voilà. Après, ce n'est pas mon métier non plus. Je ne vis pas de ça, et ça c'est un avantage aussi parce que je ne dépends pas des marques ou des réseaux ou des collaborations, etc. Donc c'est aussi une grande liberté. Je peux parler des choses comme j'en ai envie et voilà. Donc, mais en fait, maintenant, ma stratégie, c'est de maintenir la communauté que j'ai et essayer de pouvoir augmenter ma quantité d'interaction avec, D'accord. trouver des formats pour qu'elle soit plus dans la réaction, parce que je trouve que ce n'est pas facile d'avoir des gens qui commentent, qui réagissent, qui likent, parce qu'on est tous surstimulés, on nous demande énormément. Et donc, le challenge pour moi maintenant, c'est vraiment d'animer cette communauté et que cette communauté ait envie d'interagir avec moi. Mhm. Mhm. Communauté engagée. Et le Ouais, podcast, j'imagine que tu as vu ça un peu les retombées. Chez moi, le podcast, ils sont vraiment, vraiment là, quoi. ouais. Alors moi, pas encore. Pour l'instant, on peine un petit peu à faire grandir la communauté du podcast. Mais c'est pour les mêmes raisons parce que du coup, Ouais. on poste encore moins spontanément sur les réseaux du podcast. C'est du travail de fou. Ouais, c'est du travail de fou. Et puis si j'ai déjà pas trop le temps de poster sur mes propres réseaux C'est ça. qui sont généralistes, trouver du contenu vraiment qui va intéresser les entrepreneurs, c'est encore plus précis. Et Mhm. donc, on a encore moins de temps, mais bon, on a engagé une personne qui gère notre communauté, mais pareil pour elle, c'est-à-dire qu'elle peut pas faire de miracle. Elle a besoin de nous, elle a besoin qu'on parle, elle a besoin que. Donc voilà. Mais et donc on n'est pas encore. On espérait plus d'interaction. Tu sais, par exemple, Ouais. quand on dit recommandez-nous les prochains invités que vous Ouais. voudriez voir, on s'attendait à ce que les gens se taguent, etc. Et puis le feedback que j'ai eu, c'est mais tu sais, c'est pas facile de trouver quelqu'un que les gens se mettent la pression, ils se disent oui, mais si je recommande cette personne, est-ce que cette personne est un bon, tu vois, un Ouais. bon cas pour interviewer, gna, gna, gna. Et finalement les gens se prennent de la tête et là où tu veux juste de l'interaction spontanée, en fait finalement t'as pas beaucoup de retours. Donc c'est pas facile, hein, je trouve. Non. Et tu t'attendais à ce que ce soit autant de travail, le podcast? Non. Non. Ouais, je pense que moi, on me demande souvent des tips et des conseils pour le podcast. Je partage avec plaisir. D'ailleurs, je pense vraiment faire une formation pour online pour aider les Ouais, bonne auditrices. idée. Je pense que ça peut être sympa, mais honnêtement, il faut pas sous-estimer le travail que Et c'est. toi, tu fais le montage toi-même? Ouais, moi j'ai tout. Waouh. Je fais tout en interne, mais bon, Waouh. j'ai envie de déléguer, etc. Après, ça reste ma patte pour le moment, donc j'ai besoin encore d'avoir ce contrôle-là, mais oui, il faut Beaucoup. parfois faire des choix. Ouais, mais bon, c'est passionnant aussi. Regarde les rencontres que je fais comme toi aujourd'hui, c'est vraiment enrichissant. Alors, pour finir, donc ton rapport à l'argent et ton rapport à la nourriture et mes makeover aussi. J'ai Et pas oui, oublié oui. celui-là. Alors, donc mon rapport à l'argent, c'est un rapport assez décomplexé. Mhm. D'ailleurs, j'ai décidé de prendre un master en finance qui commence cette semaine parce Wow, que en plus. j'aimerais, ouais, oui en plus, mais je me dégage un peu du temps de l'autre côté, donc ça va. Mais c'est les soirs et les week-ends et Wow. en fait, j'ai envie de me lancer dans l'éducation financière pour les femmes. Ça, j'avais compris Excellent. le sujet. C'est mon sujet, il y a un épisode sur le podcast sur le sujet. Ah bah Très j'ai intéressant. réécouté Ouais, parce que j'ai ouais, écouté ton dernier, mais ok j'ai réécouté celui-là. ouais. Mais parce que en fait, je me rends compte qu'il y a très peu de choses que je connais et moi j'investis un petit peu dans l'immobilier de J'ai manière vu. très rapide. Ouais, Et t'as rénové une maison à Charleroi. ouais c'est ça. Super intéressant. Et et je me rends compte que toutes mes copines ou même les femmes que je rencontre via l'EL ou tu sais des femmes plus âgées qui ont déjà un certain patrimoine, etc. On n'a pas énormément de notions sur l'argent. Mhm. Et donc je me suis dit oh, waouh il est temps
d'en savoir plus, parce que moi, je suis plutôt une dépensière. J'ai mon petit salaire, j'ai mon salaire et puis je le dépense. Et c'est pas du tout OK. Surtout pour un enfant qui commence à te dire waouh, s'il se passe quelque chose. Et donc maintenant, je commence à vraiment m'intéresser aux questions d'investissement et c'est pas du tout dans ma nature. Moi, je suis une créative, une littéraire. Ça me fait très très peur les chiffres. Ça me fait très peur aussi ce milieu que je vois comme très homme blanc, fermé, petit milieu de privilégiés et qui m'intimide énormément. Raison pour laquelle je me suis dit, eh bien, pour dépasser ce complexe, je vais me faire un master comme ça, je me sentirai légitime. Et en plus, je vais essayer de voir comment, avec ma formation de journaliste, je peux vulgariser en fait ça Très bien, très aider intéressant. d'autres. Donc voilà mon rapport à l'argent, c'est-à-dire que j'ai l'espoir que ce soit moins un tabou et qu'on puisse discuter de nos salaires, de nos investissements et que ça soit quelque chose de léger et qu'entre femmes on puisse s'entraider et qu'on se dise ok mais moi je fais comme ça et toi tu fais comment et comment t'as fait pour avoir ton augmentation et voilà j'aimerais rendre Super ça. intéressant. Super bon projet. La Mon rapport nourriture. la nourriture, je suis une grande gourmande, j'adore manger. Je mange tout. J'adore aller au resto, j'adore cuisiner. Donc j'ai longtemps fait attention à ce que je mangeais pour ne pas prendre trop de poids. Donc mon rapport à mon corps a longtemps été en fait de me faire plaisir, puis me priver, puis me faire plaisir, puis me priver, puis je jeûne pendant une journée et puis je me fais un resto. Depuis que j'ai pris 25 kilos pour la grossesse, je me suis vachement déculpabilisée par rapport à ça. Heureusement, je les ai perdus. Mais maintenant, je n'ai pas repris en fait mon rythme d'avant où je faisais attention à mes féculents, etc. Je me suis simplement dit, ok, nouvelle phase de ma vie. De toute façon, mon corps a changé, donc je préfère vivre une vie où je ne me prive pas, mais où j'ai une taille en plus. Et donc maintenant je fais une taille 38 et plus une taille 34-36 et je mange très bien et je mange des pâtes tout le temps et voilà. Donc j'ai changé mon rapport à la nourriture. J'essaie de manger sainement ça, et de manger avec en sourçant un peu mes produits. Donc pour moi ça c'est important. Je mange pas vraiment de junk food et ce genre de choses. Mon mari te dira que les pizzas c'est pas gras. Bah, les vraies pizzas italiennes, j'ai envie Ouais, de dire, je suis pas si sûre. Mais en tout cas, j'essaie de bien manger, mais de me faire plaisir, de manger un dessert quand j'en ai envie. Donc voilà, parce que ça fait partie de ma nouvelle acceptation de qui je suis en tant que maman. Et aussi, ben, comme tu dis, on a des journées très chargées, on a beaucoup de pression, on fait beaucoup de choses. Si on doit se rajouter la pression des petits kilos en trop, etc., c'est trop. Et je me suis dit, ça, je lâche. Mais par contre, à côté, j'ai fait mon mommy makeover. Parce que effectivement, donc le mommy makeover Oui. en fait c'est une intervention chirurgicale qui est en fait globale, où le chirurgien intervient à plusieurs endroits du corps qui sont pour ça que ça s'appelle mommy, souvent liés à la grossesse, à la prise de poids, aux hormones, en tout cas à l'après accouchement. Et donc dans mon cas, l'idée c'était qu'il enlève le gras du ventre, qu'il le remette dans mes seins et on a aussi mis une prothèse en silicone parce qu'en fait, je ne supportais plus de voir mes seins. J'avais une toute petite poitrine très très ferme. Puis pendant mon allaitement, j'ai eu une belle grosse poitrine bien ferme et puis après, c'est devenu des petits gants de toilette tout vides, tout pendants. Et c'était devenu vraiment horrible pour moi. Je voulais plus passer devant un miroir, mais du coup, je ne voulais plus m'habiller. Ça avait un impact psychologique assez fort. Je me sentais plus aussi sûre de moi quand je rencontrais des nouvelles personnes. Enfin, tu vois, ça avait un impact vraiment global sur la manière dont je me sentais dans ma peau. Et après 1 an, je me suis dit bon bah je peux plus en fait. Et les gens avaient beau me dire mais t'as perdu tout ton poids, regarde tu rentres à nouveau dans tes jeans, t'es super belle. En fait, moi la manière dont je me voyais, c'était pas du tout ok. Et évidemment j'avais peut-être un peu de dysmorphophobie ou j'exagérais mes complexes, mais finalement ça avait un impact sur ma vie.
mais surtout sur ton intimité, sur ton rapport au corps, ton lien avec ton mari. Donc voilà, je suis allée voir un chirurgien, je suis tombée sur quelqu'un de très très bienveillant qui m'a dit que voilà, c'était tout à fait possible d'enlever tout ça, de changer. J'ai fait l'opération et je suis vraiment ravie. Ça a complètement tout changé. 2 semaines après, je remettais mes vêtements d'avant la grossesse. Je retrouvais, je pense, un certain rayonnement, un éclat. Tu sais, quand tu as quand tu rencontres une femme et tu trouves qu'elle rayonne, c'est pas tellement Mmh. parce qu'elle a un beau make-up, mais c'est parce que tu sens qu'elle se sent alignée. Ben voilà, je pense que j'ai retrouvé ça. Et ça n'a pas de prix. Et voilà. Et alors, mon corps n'est pas parfait. Il est très beau, mais c'est un nouveau corps. Et je l'aime comme il est maintenant, et je le trouve très bien comme il est maintenant. Et ça, c'était hyper important pour moi. Et donc, ça valait le coup de faire cette opération. Et pourquoi en parler publiquement? Parce que quand j'ai fait les démarches, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens, mais que très peu en parlaient. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui avaient fait cette opération et qui ne le disaient pas, et qui avaient galéré pour avoir les infos, pour trouver le bon chirurgien, mais qui n'en parlaient pas. Et donc, même entre copines, on s'est étonnés. Et quand j'ai commencé à en parler, bah, les langues se sont déliées. J'ai commencé à avoir plein de copines qui me montraient leur sein en disant, bah, regarde, moi, j'ai fait ça. Et j'étais là, oh, waouh, c'est trop beau, t'as fait ça où? Et j'ai bien aimé ça, et je me suis dit, mais en fait, dans mes queens, mes followers, il va d'office y avoir des gens qui se posent les mêmes questions. Et de fait, le Mmh. nombre de messages DM où elle me posait plein de questions hyper pratiques. C'est qui ton chirurgien? Combien ça a coûté? Combien de temps ça fait? Est-ce que ça fait mal? L'anesthésie dure combien de temps? Blablabla. Et je me suis dit, oh waouh. Mmh. Et donc, j'ai essayé de continuer à en parler. Là, j'ai un peu plus tu le sujet parce que j'ai demain matin ma dernière entrevue avec le chirurgien où ça va être vraiment l'avant-après final. Et donc, je Mmh. referai sans doute une petite communication sur, voilà, euh, finale, globale, résumé de toute l'opération. Et puis j'en parlerai plus, mais par contre, c'est rigolo parce que maintenant, quand je me montre en public, il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire est-ce que je peux te demander quelque chose, et qui me parlent de ça, et ça me fait très plaisir. Et aussi, je fais un point d'honneur à montrer mes seins à toutes celles qui le veulent. Je Mmh. leur montre mes Pareil. cicatrices, même les gens que je connais pas, mais des femmes avec qui j'ai un bon feeling et qui commencent à me poser des questions. Je leur montre les cicatrices, je leur montre à quoi ça ressemble, et je leur dis voilà, je leur explique en toute transparence la douleur que j'ai eue, comment ça s'est passé, combien ça a coûté. Et alors voilà, je pense que c'est un petit peu le but, c'est pas de convaincre les gens de le faire, mais c'est de répondre à celles qui ont des doutes et qui se posent des questions, et qui sont incertaines et qui ont des insécurités. Donc voilà. C'est top. Tu une story à la une sur ton Insta. Je mettrai évidemment ton Insta en lien si des filles, des auditrices veulent en savoir plus, veulent le voir. Et enfin, je vais te poser une dernière question pour terminer notre échange. J'ai un peu une passion pour l'organisation, les priorités, le time management, le management de temps. Oui. Est-ce que tu as un conseil, une astuce que toi tu fais, que tu appliques, qui change ta vie? Oui. Alors, un truc moi, c'est les mails. Donc, j'ai Mmh. des centaines et des centaines de mails par J'imagine. jour. Et je suis une angoissée des notifications. Donc, quand j'ouvre mon mail et que j'ai 400 mails à traiter, ça m'angoisse. Et donc, j'essaie d'éviter ça. Et ce que je fais, c'est que systématiquement, je sélectionne toute ma boîte mail et je désélectionne uniquement certains mails qui ont besoin d'une réponse immédiate, et tout le reste, je le mets en lu. Mmh. Et donc, en 10 secondes, ta boîte passe de 400 à 20 mails. Et Mmh. ça fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, dans les mails que je reçois, j'ai beaucoup Tu es en de copie? communiqués de presse Ouais. ou de gens qui me sollicitent pour des choses dans longtemps, etc., ou moins importantes. Mais je n'ai pas forcément envie de les supprimer, parce que si après on revient sur le sujet, j'ai envie de pouvoir retrouver le mail. Donc je fais ça. Je garde que les 20 mails importants OK. auxquels je dois répondre. Et je pars du principe que quand j'oublie ou je zappe un mail et qu'il est important, les gens reviennent vers moi. Et c'est Mmh. toujours comme ça que ça fonctionne. Est-ce que Mmh. tu as bien reçu ce mail? Je crois que c'est important pour tel sujet, ou je crois que ça va t'intéresser. Et là,
le mail passe dans mes 20 mails. Et donc, ça me permet de vraiment gagner du temps tous les jours, d'alléger ma charge mentale par rapport à ça, mais de m'assurer aussi que je ne perds pas d'infos parce qu'elles sont toujours là dormantes et que quand on me relance sur «Tiens, t'as bien reçu mon mail», je fais ma petite recherche, je le retrouve et let's go. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je conseille à tout le monde pour ne pas avoir tous ces mails en gras qui nous agressent quand on commence la journée. Cauchemar. Écoute Marie, merci beaucoup. C'était passionnant. Vraiment passionnant. Merci, Encore mieux que oui. ce que j'espérais. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci pour Merci à ta toi. franchise. Franchement, j'apprécie beaucoup. Avec Merci Marie. plaisir. Et si je peux faire quelque chose pour toi aussi dans ta Un vie grand plaisir. d'entrepreneur et de podcasteuse, n'hésite pas, on est là pour s'entraider. Écoute, on reste en contact. Merci beaucoup Marie. Merci, Avec hein. plaisir. Salut. Merci d'avoir écouté cet échange avec Marie Guérin. Si tu as aimé, pense à t'abonner, noter 5 étoiles et laisser un avis. Chaque message compte pour faire vivre Audace et inviter d'autres voix. Retrouve les notes, les ressources et les références citées en description de l'épisode, ainsi que les liens vers la table des entrepreneurs, le podcast de Marie, et l'Instagram de Marie est aussi noté en barre de description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation.